Même achevée, toute vie se prolonge hors d'elle-même, dans le ciel qu'elle devient pour d'autres vies. Adolescent, déjà, j'avais besoin qu'il soit dans le paysage, sur les murs de ma chambre. J'avais accroché 2 portraits de lui. Sur l'un, il était jeune, élégant, avec un regard pétillant et une bouche gourmande, ornée d'une fine moustache. Sur l'autre, il était vieux, tourmenté, vêtu de façon négligée. Il avait les cheveux longs et les yeux infiniment tristes. Je ne comprenais pas comment le premier avait pu devenir le second. Ce sont les premières lignes du livre d'Étienne Klein, Le pays qu'habitait Einstein, un livre pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui. Et il m'a été confié par le conseil scientifique de présenter Étienne Klein. Je suis Fabrice d'Almeida. Je ne vais pas faire une présentation, j'allais dire, classique d'Étienne. Je vais en faire une peut-être aussi personnelle que sa manière d'écrire sur Einstein, ou du moins de commencer le livre comme une sorte de compagnonnage et de pèlerinage avant d'entrer plus au fond de la vie de ce grand physicien. Étienne Klein est physicien, et c'est pour cette raison que nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Nous étions dans un conseil scientifique pour remettre un prix du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça faisait très solennel. Nous étions à l'époque, je crois, tous les deux directeurs de laboratoire de recherche, toi au CEA et moi à l'Institut d'Histoire du Temps présent. Et puis, dans ces réunions, une sympathie est née et au fil de quelques rencontres, nous avons échangé. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que je n'avais pas affaire à n'importe quel physicien, que j'avais affaire à un physicien, qui était passionné par le temps en physique, pas seulement en physique des particules, mais bien passionné par le temps des physiciens eux-mêmes. Et il s'était intéressé, déjà, il avait écrit plusieurs textes sur l'histoire, des biographies de physiciens, et bien aujourd'hui, il y en aura un de plus. Et puis depuis, Étienne Klein a continué une autre carrière, on va dire, médiatique, ce qui dans les milieux scientifiques est toujours vu comme quelque chose de diabolique, mais dans ce cas, je crois que c'est regardé avec une certaine sympathie, puisqu'il anime la conversation scientifique sur France Culture, et je pense que dans cette salle, il y a un certain nombre de fans, comme moi, de ce programme. Voilà, il y en a un. Donc, ah, il y en a 2. Ah ben, il y en a beaucoup. Donc voilà, j'ai dit ces quelques mots parce que comme ça on comprend que on va avoir affaire à une conférence un peu particulière d'un physicien qui discute sur un autre physicien éminent qui a réfléchi à sa vie et qui donc nous propose de l'accompagner dans cette réflexion. Je crois déjà avoir été presque trop long pour une présentation dite sibylline. Et donc, cher Étienne, je te cède la parole. Il va parler, je pense, 40-45 minutes. Et puis ensuite, si vous avez des questions, si vous avez envie d'entamer un dialogue, on échangera. Voilà. Merci Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi d'être ici. Je crois que je n'ai jamais parlé dans une salle aussi ancienne. Et c'est la première fois que j'interviens dans un colloque qui rassemble plutôt des historiens que des scientifiques, même si les historiens sont aussi des scientifiques, mais pas de la même façon que les autres. Et en fait, si je peux me raccrocher au thème de l'histoire par le biais d'Einstein, c'est peut-être par le fait que, comme vous le savez, Einstein a énoncé, a formalisé 2 théories de la relativité. Une première qu'il a publiée en 1905, qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, qui est en fait une sorte de théorie générale de l'espace-temps. Et puis une seconde qu'il a publiée en 1915, qui est une théorie spécifique de la gravitation et qu'on appelle la relativité générale. Donc en fait, la restreinte est universelle et la générale est spécifique. Ce qui veut dire que dans la façon de nommer les théories, parfois, on se trompe un petit peu, ce qui rend la compréhension parfois difficile. Mais si on prend au sérieux les équations de la relativité générale, à propos de l'espace-temps, on est invité, en tout cas c'est la thèse que défendent certains physiciens, à considérer que l'espace-temps, en fait, est une structure qui échappe à l'histoire. C'est-à-dire que l'espace-temps a toujours été là, et le mobilier ontologique de la théorie, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle les événements. C'est-à-dire que les seules choses qui comptent, ce sont les événements.
Alors les événements, c'est un mot là qu'il ne faut pas prendre au sens des historiens, ce n'est pas les grands événements, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que moi ici qui vous parle à l'heure où je le fais, c'est un événement. Le fait que vous soyez assis, même si vous ne faites rien, là où vous êtes, au moment où vous y êtes, c'est aussi un événement. Et donc ce qui existe pour la relativité, ce sont les événements, et on précise ensuite les relations causales que les événements peuvent avoir entre eux. Ce qui veut dire que l'espace-temps dont il est question, si on le lit, si on l'interprète au sens de ce qu'on appelle l'univers bloc, qui est une façon de nommer cette interprétation de l'espace-temps, dans l'univers bloc, tous les événements coexistent. C'est-à-dire les événements qui sont ici ou ailleurs existent de la même façon, et puis ceux qui sont présents existent comme ceux qui sont futurs ou comme ceux qui sont passés. Ce qui fait que nous sommes dans le présent ne vient pas du fait que nous partagerions une sorte de présent de l'univers, c'est notre présence ici dans l'espace-temps qui crée ce qu'on appelle le présent. Autrement dit, le présent est lié à notre présence et non pas au fait que nous serions dans un présent de l'univers. Et si on a cette conception de l'espace-temps, alors tout existe en même temps, tous les événements sont là, et ceux qui ne sont pas là pour nous, ne sont pas là pour nous parce que nous ne sommes pas là où ils sont. Et si on a cette conception de l'espace-temps, qui n'est pas acceptée par tout le monde évidemment, alors on peut avoir l'envie de faire des petits tours, des petites promenades dans l'espace-temps, et c'est ce que j'ai voulu faire avec Einstein. Parce que des livres sur Einstein, des biographies d'Einstein, des essais sur Einstein, il y en a des milliers. Et moi, je cherchais une façon un peu originale d'aborder ce personnage intimidant en le rendant plus vivant. Et la façon que j'ai trouvée, que j'ai poursuivie pendant un temps, pas jusqu'au bout, c'est d'aller en vélo dans les villes européennes où il a eu ses idées les plus importantes. Et donc en Suisse, en Belgique, Prague, j'y suis allé en avion, non, parce qu'il y a un moment où c'est fatigant, et d'essayer de voir si on pouvait, en quelque sorte, revivifier le passé d'Einstein par un déplacement, disons, à vitesse humaine dans le présent de l'espace. Et quand on fait cela, on voit qu'il y a des endroits où on sent sa présence, elle est encore là d'une certaine façon, et puis d'autres endroits où il a vécu, parfois intensément, où on ne sent rien du tout. Et donc c'est cette espèce de voyage subjectif que j'ai tenté de faire pour explorer ce qu'on pourrait appeler le pays d'Albert Einstein. Et avant de vous expliquer en quoi il consiste ce pays, et d'ailleurs je ne sais pas si je dévoilerai complètement la question, je vais rappeler parce qu'on est quand même un colloque d'histoire, quelques éléments biographiques d'Einstein, qui est né, comme vous le savez sans doute, en 1879 à Ulm, en Allemagne. Assez vite, ses parents déménagent pour Munich, où son père a une petite affaire de matériel électrique. Einstein est scolarisé dans un lycée à Munich, qui, comme tous les lycées allemands de cette époque, a une discipline quasi militaire. Les professeurs sont en uniforme, les élèves n'ont pas le droit de poser de questions. C'est la grande époque de la militarisation de l'Europe, et pour des raisons que vous connaissez sans doute, ça ne plaît pas beaucoup à Einstein. Et à l'âge de 15 ans, il démissionne du lycée, il interrompt ses études, sans avoir spécialement l'intention de les reprendre, et il prend le train pour rejoindre ses parents à Milan, puisque ses parents, à cause d'une faillite de l'entreprise familiale, avait déménagé à Milan pour remonter une petite usine de matériel électrique. Il rejoint ses parents qui évidemment sont catastrophés qu'il ait abandonné ses études, d'autant plus catastrophés que sachant que s'il reste allemand, il devra faire le service militaire. À 15 ans, Einstein renonce à la nationalité allemande, il renvoie son passeport et devient apatride. Il va rester apatride pendant 4 ans. Et pendant une année en Italie, il se promène, il visite, il fait des promenades à vélo par exemple, il visite des musées, et il apprend finalement qu'il existe une école en Suisse,
à Zurich qui s'appelle le Polytechnicum de Zurich, dans laquelle on peut tenter d'entrer même si on n'a pas le bac. Il y a un concours, il se présente au concours, il échoue. Il avait 2 ans d'avance par rapport à l'âge normal des postulants au concours. Et simplement, les examinateurs remarquent qu'il a des dons en physique. Oui, Einstein était bon en physique. Et il était très bon en mathématiques, contrairement à ce que raconte une légende urbaine qui veut rassurer les enfants lorsqu'ils sont cancres. Il était très bon, et donc les examinateurs voient qu'il est très bon dans ces matières-là. Par contre, dans toutes les matières qui supposent d'utiliser sa mémoire, langues anciennes, géographie, le pire étant l'histoire, il a des notes catastrophiques. Et donc, les examinateurs lui recommandent de retenter le concours l'année suivante, après avoir suivi une formation complémentaire où il pourrait hausser son niveau en ces disciplines qui demandent de la mémoire. Et il va dans une petite ville qui s'appelle Aarau, en Suisse, entre Bâle et Zurich, dans laquelle il y a une école qui adopte des méthodes d'enseignement assez modernes, assez libérales, on dirait aujourd'hui. Les élèves peuvent parler, on part des questions des élèves pour faire de l'enseignement. Évidemment, pour Einstein, c'est le rêve. Il s'épanouit dans cette école, il se met à aimer les études, il tombe amoureux de la fille du directeur de l'école, qui s'appelle Marie, et il découvre aussi la joie des randonnées en montagne. Il passe le concours pour la 2e fois à Zurich, est reçu, passe 4 années à suivre des études d'ingénieur. Au début, il est salué comme un étudiant très brillant, et puis son caractère, son indépendance de pensée, finissent par irriter les professeurs qui refuseront tous, bien qu'il ait de bons résultats, d'écrire des lettres de recommandation qui lui permettraient d'avoir un poste à l'université, en Suisse, en Allemagne ou ailleurs en Europe. Donc il n'a pas de poste. Il est le seul de sa promotion à ne pas avoir de poste. Il tombe amoureux d'une autre femme qui tombe enceinte, ce qui pose des tas de problèmes à l'époque, ils ne sont pas mariés. Et puis ils ont un second enfant qui, pour qu'il soit élevé, réclame qu'Einstein ait un salaire. Il a beaucoup de difficultés financières puisque son père, qui a une 2e fois fait faillite, ne peut plus l'aider. Et donc il accepte de travailler autrement, de ne pas devenir physicien comme il le voulait au départ, mais il accepte un poste d'expert à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Et son métier consistera à examiner les brevets qui sont envoyés à cet office Office fédéral de la protection intellectuelle pour voir si les propositions des ingénieurs sont justes, s'appuient sur des principes fixes justes, etc. Et il va s'épanouir énormément dans ce travail qu'il va aimer. Il dira même que les grandes idées lui sont venues du fait qu'il n'était pas à l'université, parce qu'à l'université, il a été obligé de publier à une cadence décibélasse, alors que là, il était parfaitement libre, d'autant que les brevets qu'il avait à examiner étaient des brevets électromagnétiques. Et c'est là, en l'examinant avec attention, qu'il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la compréhension qui était celle enseignée à l'époque des équations de Maxwell de l'électromagnétisme, et ça va le mener à la théorie de la relativité restreinte, dont je dirai un mot tout à l'heure. Mais il s'est passé ensuite en 1905, il a 26 ans, il travaille à l'Office des brevets depuis 2 ans, depuis 3 ans même, et en 1905, et même on pourrait dire dans les 6 premiers mois de l'année 1905, il fait quelque chose que personne ne comprend, c'est-à-dire personne ne comprend comment en si peu de temps on peut produire un feu d'artifice intellectuel aussi spectaculaire. Il écrit 5 papiers, à une époque où il n'a pas de thèse, il n'a pas de doctorat, mais il écrit 5 papiers qu'il adresse à la plus grande revue de physique de l'époque, qui est une revue allemande, qui s'appelle Nachrichten der Physik. Et ces 5 papiers, chacun dans son domaine, vont révolutionner localement la physique. Le premier porte sur la lumière, c'est là qu'il fait l'hypothèse des photons, l'idée que dans la lumière il y a des corpuscules, alors qu'elle était à l'époque décrite comme une onde.
Il fait un papier sur le mouvement brownien qui va conduire à des expériences qui vont prouver l'existence de l'atome. L'atome était discuté depuis 2500 ans. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On ne savait pas. Et Einstein va trouver un moyen de prouver par une expérience son existence, qui sera établie un peu plus tard par Jean Perrin, grâce à des expériences et des mesures qu'il va faire à Paris à partir de 1906. Ensuite, il y a un troisième papier dont je ne vais pas parler parce qu'il est moins important que les autres, mais surtout il y a le papier du mois de juin 1905, papier de 20 pages, qui contient la relativité restreinte. Et enfin, il y a un cinquième papier en septembre, qui fait 1 page et demie, qui est très court donc, et qui contient très peu de calculs, qui est en fait une annexe de l'article de juin, dans lequel il y a la formule E égale mc2, qui est une conséquence qu'il n'avait pas vue au mois de juin du papier publié en juin. Et évidemment, tout ça, ça fait une révolution, mais qui n'est pas immédiatement perçue par les collègues, de sorte que les réactions qu'Einstein attendait avec impatience se font discrètes, enfin n'existent pas, et il faudra quelques années pour que son travail soit reconnu, qu'il commence d'être invité à des colloques de physique. Le premier, c'est en Allemagne, et puis ensuite il sera invité au congrès Solvay, au premier congrès Solvay à Bruxelles en 1911. Il aura un poste universitaire, le premier, à Prague, où il va rester 16 mois, et c'est là qu'il va vraiment formaliser les intuitions qui vont le conduire en 1915 à la nouvelle théorie de la gravitation que j'évoquais, la relativité générale. Et puis ensuite, il aura un poste à Zurich, brièvement, puis enfin, il sera élu à l'Académie des sciences de Berlin, sera nommé à une chaire de l'université, sans obligation de donner des cours, à Berlin, où il va passer le reste de sa vie européenne, jusqu'en 1932, date à laquelle, précédant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, à ce moment-là, il est aux États-Unis, en tournée de conférences. Et en rentrant des États-Unis, il apprend que ses livres sont brûlés, que sa maison a été visitée par les SA, que sa tête a été mise à prix. Et donc, il comprend qu'il ne pourra plus retourner en Allemagne. Dès qu'il descend du bateau, il renonce une nouvelle fois à sa nationalité allemande. Il démissionne de l'Académie des sciences de Prusse en disant « Il n'est pas normal que les intellectuels allemands aient si peu réagi à la montée du nazisme, donc je ne veux plus avoir affaire avec une institution qui s'est comportée de la sorte. » Il avait acquis et conservé la nationalité suisse, qui conservera d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours. Et là, il ne sait plus où aller, et comme il est ami avec la reine de Belgique, elle lui trouve une petite maison qu'il va louer pendant à peu près 1 an à Coq-sur-Mer. Coq-sur-Mer, c'est un petit village au bord de la mer du Nord, pas très loin de Bruxelles, une sorte de Deauville suisse, si vous préférez. Et il habite là une maison qui s'appelle la Savoyarde, et qui est en fait une maison normande, mais qui s'appelle la Savoyarde, je ne sais pas pourquoi, qui existe toujours, qu'on peut visiter. Et là, il va hésiter, il va réfléchir à son destin, il reçoit des propositions, des invitations évidemment, et c'est là qu'il va décider de partir aux États-Unis, à Princeton. Il va décider de partir, et dès 1933, il décide de ne plus jamais revenir. C'est-à-dire, il décide qu'il ne mettra plus jamais les pieds en Europe, alors même qu'on est très loin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs une anecdote que je raconte rapidement, mais quand il était là-bas, il a fait plusieurs voyages en Angleterre, parce que lui, le pacifiste, avait compris qu'il y avait une grande différence entre Hitler et Mussolini. Avec Mussolini, on peut discuter, il a fait des réformes sociales, et la guerre n'est pas son but ultime. Alors qu'Einstein, dont on a souvent critiqué la naïveté politique, avait compris qu'Hitler voulait la guerre et que ça n'était pas la peine de négocier, de se compromettre. La seule façon, c'était de se préparer à la guerre, et c'est à ce moment-là qu'il va cesser d'envoyer des lettres de soutien aux objecteurs de conscience. Ce qui va d'ailleurs créer une polémique.
Mais le point important, c'est qu'il va rencontrer Churchill et lui dire ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il ne faudra jamais négocier avec Hitler. Et après sa rencontre avec Churchill, il va dîner avec Lloyd George, qui était l'ancien Premier ministre. Et à la fin du dîner, Lloyd George lui demande de signer le livre d'or. Einstein signe, met un petit mot, et dans ce livre d'or, il fallait indiquer son adresse, au bas de la page. Et Einstein écrit « No address ». Et c'est ça qui m'a donné l'idée du livre, c'est-à-dire que finalement, et il y a d'autres citations que je pourrais donner qui vont dans le même sens, Einstein était quelqu'un qui n'attachait pas d'importance à la situation qu'il occupait dans l'espace-temps. Autrement dit, ce qui se passait dans sa tête était absolument indépendant de l'endroit particulier où se trouvait son encéphale. Ça veut dire que le système de coordonnées qu'on utilise pour repérer une position ou un événement dans l'espace-temps n'a aucune importance. Les systèmes de coordonnées sont arbitraires. Ce qui compte, c'est ce qui se passe, pas comment on repère l'endroit où ça se passe. Et il a écrit à plusieurs reprises. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme. Donc on pourrait dire que Einstein, c'était une sorte de génie du non-lieu. C'est-à-dire que le lieu où il était n'avait pas d'importance. Et cette invariance par difféomorphisme, c'est-à-dire que le système de coordonnées ne compte pas, c'est pas lui qui est important. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans l'espace-temps et non pas notre façon conventionnelle de le décrire. Il se trouve que ce principe d'invariance par difféomorphisme, les coordonnées n'ont pas d'importance. C'est le principe de base de la théorie de la relativité générale. Autrement, il avait un cerveau qui vivait, peut-être inconsciemment, comme l'impliquait la théorie qu'il avait mise sur pied. Alors, il y a une autre anecdote que je voudrais vous donner, c'est que il avait fui l'Allemagne quand il avait 15 ans, puis il était revenu, et évidemment, sa ville de naissance, Ulm, en Allemagne, a décidé de baptiser une rue de la ville Einsteinstraße. Et ce baptême de sa rue a eu lieu en 1919, après qu'on ait découvert que les rayons lumineux sont déviés par la gravitation, par les masses, à l'occasion de l'éclipse totale du Soleil de 1919, j'y reviendrai. Mais sa rue de naissance avait été détruite par la Première Guerre mondiale, donc on a trouvé une autre rue, qu'on a appelée donc Einsteinstraße. Et la première décision qu'a prise le premier maire nazi de cette ville où Einstein était né, la première décision qu'il a prise le soir même de son élection a été de débaptiser la rue Einsteinstraße pour la baptiser Fichtestraße. Parce que Fichte avait écrit des choses plus nationalistes qu'Einstein. Et puis, quand les Américains sont entrés en Allemagne, notamment dans la ville de Ulm, assez rapidement, ils ont rebaptisé la Fichtestraße Einsteinstraße. Einstein a appris cela alors qu'il était à Princeton. Il a écrit une lettre absolument délicieuse que je cite en partie dans le livre, dans laquelle il dit « Mais il faudrait qu'on arrête avec tout ça. Je propose que cette rue-là, qui porte mon nom, on l'appelle la Girouettestraße, ce qui rendrait cette appellation plus conforme à l'esprit allemand. » Bon. Donc voilà, c'est pour dire, c'est des petites anecdotes comme ça qui éclairent le fait que pour lui, les descriptions des phénomènes sont faites grâce à des moyens qu'on appelle des coordonnées, qui ne sont pas la chose la plus essentielle et qui n'ont même pas d'essentialité du tout. Donc, je vous laisse deviner ce qu'Einstein penserait des réflexions actuelles de nos grands penseurs sur l'identité nationale, etc. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là, je trouve qu'il nous manque. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais quand même, avant qu'on ait une discussion ensemble et que vous puissiez poser des questions, vous dire un peu comment cet homme qui a beaucoup voyagé, il faut quand même imaginer, moi j'ai découvert ça à Anvers. À Anvers, vous savez, Anvers, il y a le grand port d'où partaient les migrants vers les États-Unis. Et à l'époque, il y avait une compagnie maritime qui s'appelait la Red Star Line, qui
emportait les migrants européens vers les États-Unis, où ils étaient ardemment attendus, comme vous le savez, jusqu'en 1934. Et c'est assez émouvant de voir des photos de ces migrants qui ressemblent, elles sont en noir et blanc, mais elles ressemblent beaucoup aux photos des migrants d'aujourd'hui, et d'imaginer qu'Einstein a pris ce bateau pour aller à Princeton avec sa petite valise. Car Einstein a été obligé de fuir l'Europe, sous peine d'y laisser sa peau, quoi. C'est quand même, voilà, il faut avoir ça en tête. Einstein, on l'a fait fuir, on l'a obligé à partir. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, en parlant un peu plus de physique cette fois, c'est de montrer que c'était quelqu'un qui posait des questions extrêmement simples, presque naïves. Et d'ailleurs, il va dire, à la fin de sa vie, il va dire, si j'ai découvert la relativité avant tout le monde, alors que tout le monde aurait dû la découvrir avant moi, c'est parce que j'ai été victime d'un retard mental. Il dit, les enfants ont affaire à l'espace et au temps, et ils règlent la conception qu'ils s'en feront toute leur vie à l'expérience qu'ils ont de l'espace et du temps. Mais il dit, moi j'étais un peu lent, et du coup j'ai approché ces questions d'espace et de temps que normalement j'aurais dû régler durant mon enfance, je les ai abordées plus tard avec un cerveau d'adulte. Et donc le génie d'Einstein, si j'avais à le définir en une phrase, c'est ça. Il pose des questions d'enfant et il les résout avec un cerveau d'adulte. Et les questions qui l'intéressent, c'est l'espace, le temps, la lumière, la cinématique. Rien d'autre. Et ça, c'est un questionnement qu'il va poursuivre sans jamais s'arrêter. Comme il disait, je suis comme Churchill, je ne travaille pas beaucoup, mais je travaille tout le temps. Il ne va jamais s'interrompre. Même quand il est dans une conversation, les gens disent qu'au bout de 15 minutes, il était parti ailleurs. Il reprenait le fil de ses idées. Il avait de la suite dans les idées, comme on dirait aujourd'hui, ce qui est toujours mieux que d'avoir des idées dans la suite, ainsi que l'a montré M. Strauss-Kahn. Mais ça n'a rien à voir. Wow. C'est pas filmé, si? Ah, c'est filmé. Bon. Là, je vais vous montrer sur quelques exemples comment s'est organisée cette continuité de la pensée. Quand il a 15 ans, et qu'il est donc avec ses parents en Italie, il n'est pas scolarisé, il pense même qu'il ne reprendra jamais ses études, comme je vous l'ai dit, il écrit quand même une lettre de 5 pages à l'un de ses oncles, dans laquelle il explique ce à quoi il va consacrer sa vie. Et dans ce texte magnifique, à peu près toutes les questions qu'il cite sont relatives à la lumière. Il veut comprendre comment la lumière se propage dans l'espace. À l'époque, les physiciens pensent que la lumière n'est pas un objet physique autonome. Elle a besoin pour se propager d'être portée par quelque chose. Il lui faut un support. Elle ne se propage pas dans le vide, elle a besoin d'être portée de la même façon que la propagation du son dans l'espace a besoin d'un support qui est le milieu que les ondes acoustiques font vibrer, l'air par exemple. Donc il faut un support. Si la lumière est ondulatoire, c'est qu'elle est portée par quelque chose de la même façon que le son est porté par quelque chose. Et cette chose qui porte la lumière, on l'appelle à l'époque l'éther luminifère. Luminifère qui porte la lumière. Et Einstein s'intéresse à tout ça, il lit beaucoup de livres en autodidacte, des livres de Maxwell, de Hertz, etc. Et il se pose des questions incroyablement naïves, mais que personne n'a posées. Des questions d'enfants que les enfants ne posent pas, je pourrais dire. Et la première, c'est qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? Quelle serait la vitesse de la lumière émise? Si la lumière émet de la lumière qui est émise, elle va plus vite que la lumière elle-même. Mais c'est quoi? C'est 2 fois plus vite? Et si la lumière émise émet à son tour de la lumière, ça va faire 3 fois, etc., etc.
Et donc si ce processus est possible, alors on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. La vitesse de la lumière ajoutée à la vitesse de la lumière peut faire l'infini à la fin. Peut tendre en tout cas vers l'infini. Il dit ça, c'est pas très. Ça pose un problème. Ensuite, quand il est à Arao, donc il suit des cours qui sont à peu près du niveau de la terminale, cette année où il prépare pour la deuxième fois le concours au Polytechnikum de Zurich, il s'imagine à cheval sur un rayon de lumière. On a tous lu ça. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais à cheval sur un rayon de lumière? Et ce qu'il y a d'original dans cette question, c'est qu'Einstein met en scène son corps. Il pense avec son corps. Ce que les physiciens, dans leurs expériences de pensée, ne faisaient jamais. Lui, il imagine son corps à cheval sur un rayon de lumière. On décrit la lumière comme une onde. Et donc, qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur une onde? Mais je verrais ce que voit un surfeur qui fait du surf sur des vagues. Le surfeur, il est sur la crête d'une vague. Il glisse avec la vague. Mais la vague qui est devant lui et la vague qui est derrière lui sont immobiles par rapport à lui. Donc quand vous faites du surf, ce que vous voyez, ce sont des ondes stationnaires. Il y a des ondes qui ne bougent pas par rapport à vous. Or, remarque Einstein, il a 16 ans. Il dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Il n'y a pas de solution stationnaire des équations de l'électromagnétisme. Et donc, quand je me mets à cheval sur un rayon de lumière, je me trouve dans une situation que les équations de Maxwell décrètent impossible. Donc, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Parce qu'en fait, les équations de Maxwell vous disent implicitement que la lumière est toujours en mouvement. Mais si elle est toujours en mouvement, par rapport à vous, ben vous ne pouvez pas être à cheval sur elle. Là, il a 16 ans. À 19 ans, il écrit une lettre à sa future femme dans laquelle il parle de l'éther. Je ne vais pas la citer, mais on sent que ça le travaille. Il est toujours dans le même truc. Et en 1905, à l'issue d'un processus intellectuel que personne n'a compris, il fait exploser le truc en disant, dans l'article de juin, l'éther n'existe pas. Donc, la lumière se propage dans le vide. Il n'y a pas besoin de support. Donc, la lumière devient un être physique à part entière. Alors qu'avant, c'était un mode de vibration d'un milieu particulier qui s'appelle l'éther. La lumière devient un phénomène physique indépendant de tout le reste. Et il montre que le principe de relativité que Galilée avait énoncé, vous savez, c'est Galilée qui a inventé la relativité quand même, le principe de relativité, c'est une idée toute simple. Le principe de relativité dit le mouvement est comme rien. C'est tout. Ça dit que ça. Le mouvement est comme rien, c'est-à-dire quand je suis en mouvement, tout se passe exactement comme si je n'étais pas en mouvement. Quand je suis dans un train, s'il va à vitesse constante en ligne droite, ce qui se passe, les phénomènes physiques que je peux voir dans le wagon qui roule, sont exactement les mêmes que ceux que j'observe à la gare. C'est d'ailleurs ce qui permet de prendre le train. Imaginez que dans un train, les lois physiques soient différentes de la gare, on ne pourrait pas voyager. D'accord ? Et donc, Galilée n'a fait que cette remarque. Lui, il pensait au mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement est comme rien. Einstein reprend cette idée, et c'est pour ça que sa théorie s'appelle la théorie de la relativité. Simplement, il est obligé de la modifier pour prendre acte du fait que la vitesse de la lumière est un absolu. La vitesse de la lumière est un absolu. C'est-à-dire que quand vous mesurez la vitesse de la lumière, le résultat que vous obtenez est indépendant de la vitesse de la source qui émet la lumière et indépendant de votre propre vitesse. Ça, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. On a tous entendu cette phrase, etc., mais il faut la comprendre. Ça veut dire que si, par exemple, je me mets à courir aussi vite que possible, et même plus vite que je peux grâce à, je sais pas, imaginez que je suis un super-héros, je peux courir à 290 000 km par seconde. Je vous rappelle que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc je ne suis pas loin. Mais je me dis,
si je cours à cette vitesse, derrière de la lumière qui part devant moi, la vitesse de la lumière par rapport à moi va être réduite. Maintenant, si vous courez à 290 000 km par seconde, la vitesse de la lumière par rapport à vous sera de 300 000 km par seconde. Donc ce n'est pas la peine de courir. Ce n'est pas la peine de se fatiguer. Quelle que soit votre vitesse, la vitesse de la lumière par rapport à vous sera toujours la même. Et le seul fait de dire cela, le seul fait, c'est ça qui est extraordinaire dans le papier de juin, le seul fait de dire ça, principe de relativité, je le pose en principe. Deuxième principe, la vitesse de la lumière est un invariant, vous oblige à complètement revoir la structure de l'espace-temps. Et c'est ça qui va donner la relativité restreinte. L'histoire continue. En 1907, il est toujours à Berne. Malgré les 5 papiers géniaux qui auraient tous mérité le prix Nobel, il aura le prix Nobel pour le papier sur les photons, le premier. Il aura le prix Nobel en 1921. Mais en 1907, il n'a toujours pas de poste à l'université. Il a été augmenté parce qu'il travaille bien au bureau des brevets, mais pas du tout parce que ses articles commencent d'être discutés par les physiciens. Et là, il fait une autre expérience de pensée. Alors, une expérience de pensée pour un physicien, ce n'est pas une expérience intellectuelle. C'est, j'imagine qu'une théorie est vraie, et je regarde ce qu'elle impliquerait dans telle situation que je peux imaginer, mais que je ne peux pas réaliser. Donc j'imagine une situation, je l'invente, et je me dis, si cette théorie est vraie, qu'est-ce qui se passerait dans cette situation? Et là, encore une fois, il met son corps en scène, et un après-midi de novembre 1907, il le raconte dans son autobiographie, il revient de déjeuner, comme toujours il fait une petite sieste, mais c'est une sieste partielle, c'est un rêve, il fait des rêves semi-éveillés, il s'endort un peu mais il reste conscient. Et là il comprend, et il va dire plus tard que ça a été l'idée la plus heureuse de sa vie, il comprend quelque chose que n'importe qui aurait dû comprendre avant lui, mais que personne n'avait envisagé. Il comprend qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Voilà. Et alors ça l'a complètement traumatisé, il a fait de la tachycardie, et il a une émotion telle que dans son autobiographie, donc, il raconte que ça lui a donné une très très grande émotion, et c'est cette émotion et le travail qui va suivre qui vont le mener en 1915, et donc 8 ans plus tard, 8 ans d'un travail acharné à la théorie de la relativité générale. C'est-à-dire qu'il va comprendre les implications de ces expériences de pensée toutes bêtes sur la structure même de la gravitation. Il dira d'ailleurs que l'effort intellectuel et surtout en mathématiques qu'il a dû accomplir pour faire ce travail fait que ce qu'il avait fait avant, notamment la relativité restreinte, c'était de la bluette, quoi. C'était rien par rapport à ce travail intense qu'il a épuisé, qu'il a rendu malade, qui a failli le tuer en fait. Et qu'il va présenter à l'Académie des sciences de Prusse en novembre 1915, théorie de la gravitation, qui permet d'ouvrir une nouvelle perspective à la cosmologie scientifique. Et vous savez sans doute, parce que vous lisez la presse, qu'en février 2016, on a annoncé la découverte des ondes gravitationnelles qu'Einstein avait prédites en 1916, un an après la publication de ses équations, à partir d'une solution particulière de ces équations. Mais pour vous montrer que les idées de base de cette théorie sont très simples, alors que la théorie elle-même est très compliquée. C'est ça qui est difficile avec la gravitation, c'est que les idées de base sont triviales, mais leur transcription mathématique est très difficile. Ce que comprend Einstein par cette expérience de pensée, c'est que quand vous tombez sous l'effet d'une cause qui est votre poids. C'est votre poids qui vous fait tomber. Et qui provoque un effet qui est votre chute. Très bien, on a tous appris ça à l'école. Simplement, quand vous tombez, tous les objets qui tombent avec vous tombent comme vous, puisque Galilée a démontré que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc si pendant que je tombe, je suis avec ma montre, je la lâche,
par rapport à moi, puisqu'elle tombe comme moi, elle sera immobile. Donc par rapport à moi, la montre sera en apesanteur. Donc c'est la pesanteur qui me fait tomber, et le fait de tomber sous l'effet de la pesanteur me met en apesanteur. C'est quoi ce truc? Ça veut dire que l'effet peut annuler sa cause. Et ça, vous voyez, quand on apprend la loi de Newton, par exemple, à l'école, on devrait tous réagir comme ça. Mais personne ne le fait. Pour le faire, il faut être Einstein. Je suis désolé de le dire. Et donc, ce que comprend là, Einstein là, c'est qu'il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération. C'est-à-dire qu'une accélération, celle du corps qui tombe, peut annuler la gravitation localement. Et inversement, si par exemple vous êtes dans une fusée qui est accélérée vers le haut à vitesse constante, en dehors de tout champ de gravitation, eh bien quand vous êtes dans un ascenseur qui monte, vous sentez bien qu'il y a une pression qui s'exerce sur le plancher. Mais là, imaginez que vous soyez dans un ascenseur qui monte avec une accélération constante. Tout se passe comme si vous étiez immobile dans un champ de pesanteur. Donc être accéléré dans le vide, en dehors de tout champ de pesanteur, est équivalent à être immobile dans un champ de pesanteur. C'est ça le principe d'équivalence. Et Einstein va réfléchir là-dessus pendant des années. Et quand il sera à Prague à l'époque c'était une ville très moderne, elle l'est toujours, mais c'était une ville très en avance sur d'autres villes européennes pour ce qui est de l'électrification des appartements. Il y avait notamment des ascenseurs électriques. Et Einstein, en 1911, continue son histoire, fait à nouveau une expérience de pensée dans laquelle son corps est toujours mis en scène. Il imagine qu'il est dans un ascenseur qui est accéléré avec une accélération constante vers le haut, en dehors de champ de gravitation. Donc il y a une sorte de navette spatiale, si vous voulez, qui est tirée par un super-héros avec une accélération constante. Il n'y a pas de pesanteur. Imaginez que dans une paroi de l'ascenseur par un petit trou, entre un faisceau lumineux qui est parallèle au plancher. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis dans l'ascenseur, qu'est-ce que je vois? La vitesse de la lumière n'étant pas infinie, le faisceau va mettre un certain temps pour traverser la cabine. Pendant le temps que la lumière met pour traverser la cabine, l'ascenseur va monter, puisqu'il est accéléré vers le haut. Ça veut dire que le point d'impact de la lumière sur la paroi d'en face ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée. Donc moi qui suis dans l'ascenseur, je verrai un faisceau lumineux qui est courbé au cours de sa traversée, et ça se comprend parfaitement compte tenu de ce que je viens de dire. Donc il n'y a pas de... Là, il n'y a pas besoin d'être Einstein, je pense, pour le comprendre. Mais là où ça va plus loin, et là il faut être Einstein, c'est d'appliquer à cette situation le principe d'équivalence, qui me dit que la situation que je viens d'écrire, la capsule accélérée en dehors de tout champ de gravitation avec une accélération constante, est équivalente à l'ascenseur immobile posé à la surface de la Terre dans le champ de gravité terrestre. C'est-à-dire que ce que j'ai vu dans l'ascenseur accéléré, je le verrais aussi si j'étais immobile à la surface de la Terre. Ce qui veut dire qu'à la surface de la Terre, même quand il n'y a pas d'accélération, la lumière devrait être déviée par la gravitation. Truc de dingue. Quand la lumière n'a pas de masse. Comment est-ce que la lumière pourrait être déviée par la gravitation? Et vous voyez qu'il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Ça, c'est juste du raisonnement par lequel on regarde, à propos de la lumière, les conséquences du principe d'équivalence qu'on avait découvert à propos de la chute des corps massifs. Et c'est là qu'Einstein commence à se dire qu'il va falloir vraiment bousculer l'espace-temps pour laisser place à la gravitation. Il va démissionner de son poste de Prague pour revenir à Zurich et collaborer avec un de ses amis, Grossmann, qui prenait des notes de cours quand lui les séchait. Einstein séchait les cours de maths, ça c'est vrai.
notamment les cours de son professeur qui s'appelle Minkowski, qui va développer sa théorie par la suite d'ailleurs. Et Grossman prenait des notes pour Einstein, ce qui permettait à Einstein de ne pas complètement rater ses examens. Et Einstein savait que Grossman connaissait parfaitement les géométries non euclidiennes, c'est-à-dire les géométries riemanniennes pour lesquelles on peut décrire des espaces courbes, etc. Et c'est avec Grossman qu'il va développer petit à petit, ça va prendre beaucoup de temps, le formalisme de la relativité générale, qui va conduire à l'idée extraordinaire que la gravitation n'est pas une force, contrairement à ce qu'on apprend à l'école. On apprend à l'école que les corps s'attirent selon une force qui est proportionnelle au produit des masses, inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les corps. Enfin, tout ça est faux. Enfin, non. Parfois ça marche, mais en général c'est faux. La gravitation n'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. Alors, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil, vous le savez, par le biais d'une force gravitationnelle de Newton, qu'on apprend à l'école, qui nous fait dire que la Terre est attirée par le Soleil et qu'en fait elle ne cesse pas de tomber sur le Soleil. Mais comme elle a une vitesse transverse, en fait elle tourne autour selon une trajectoire elliptique. Einstein dit non, c'est faux. La Terre, en fait, elle va en ligne droite. Elle va en ligne droite, c'est-à-dire elle a un mouvement inertiel. Elle ne subit aucune force, donc elle va tout droit. Alors on va lui dire, mais pourquoi est-ce qu'on la voit tourner autour du Soleil? Eh bien, on la voit tourner autour du Soleil parce qu'elle va en ligne droite dans un espace-temps courbe. Donc en fait, ce sont les lignes droites qui tournent. Et donc quand on suit une ligne droite qui tourne, on tourne. Et ce n'est pas l'effet d'une force qui provoque cette courbure, c'est la géométrie même de l'espace-temps qui fait que les objets ne subissant aucune force vont dans les rigoles de l'espace-temps. Voilà, donc vous voyez comment les questions qu'il posait lorsqu'il avait 15 ans, et qu'il avait même peut-être ébauché avant, de fil en aiguille, ont abouti à une nouvelle théorie de la gravitation. Et il a expliqué qu'on pourrait mesurer la déviation de la lumière par la matière, ou par la gravitation, à l'occasion d'une éclipse totale du Soleil. Pourquoi? Parce que quand il y a une éclipse totale du Soleil, c'est-à-dire que la Lune est entre la Terre et le Soleil. Vous savez que dans la direction du Soleil, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus loin, qu'on appelle des étoiles fixes. Et quand le Soleil n'est pas caché par la Lune, on ne peut pas les voir puisque le Soleil nous aveugle. Par contre, on peut regarder quelle est la position observée des étoiles fixes pendant une éclipse totale du Soleil, et puis comparer cette position mesurée à la position qu'elles ont quand le Soleil est ailleurs. Et si on voit un écart entre les deux situations, c'est que la lumière venant des étoiles fixes a été déviée par le Soleil. Alors il y a un jeune astronome qui s'appelle Freundlich, qui est à Potsdam et qui veut absolument faire la mesure, et il sait qu'il y aura une éclipse totale du Soleil en Crimée en août 1914. Il monte une expédition en Crimée pour faire cette mesure, et c'était pas la bonne date, août 14, monsieur l'historien. Pour aller en Crimée, c'est pas vraiment bien choisi. Donc ils sont tous arrêtés par les soldats du Tsar, mis en prison, le matériel est confisqué, la mesure ne sera donc pas faite, et heureusement, car à l'époque, en 1914, les calculs d'Einstein étaient faux. Et donc s'il avait fait la mesure, ça aurait peut-être convaincu Einstein qu'il s'était trompé. Mais en fait, la mesure va être faite en 1919, après la Première Guerre mondiale, grâce à un physicien anglais qui s'appelle Eddington, qui avait fait un peu de prison parce qu'il était quaker et refusait de porter les armes. Et lui, l'anglais, donc même nationalité que Newton, voulait montrer qu'un physicien allemand qui s'appelle Einstein, dont le pays avait fait la guerre à l'Angleterre, avait raison. Il voulait que la science permette de construire une sorte de pacifisme et de le garantir. Et il va aller donc dans l'hémisphère sud où une éclipse a lieu, faire une mesure, trouver le résultat prédit par Einstein, ce qui veut dire qu'Einstein va être une célébrité. Et on va lui annoncer d'ailleurs cette mesure alors qu'il donne un cours à Berlin.
Et il n'est pas du tout surpris, il savait qu'il avait raison. Parce que s'il avait eu tort, dit-il, il aurait été triste pour Dieu. Et il a fêté la chose en s'achetant un nouveau violon. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On a un petit moment pour prendre des questions, un petit quart d'heure, 20 minutes. J'imagine que l'exposé vous a inspiré. Oui, monsieur ? Je vais répéter la question. Mais monsieur demande si la détection des ondes gravitationnelles valide la théorie d'Einstein. La réponse est oui. En fait, elle était déjà valide. Il y avait, enfin, valide. On ne peut pas dire que la théorie de la relativité générale décrit tout, puisqu'elle ne décrit que l'interaction gravitationnelle. Elle ne décrit pas les interactions nucléaires, par exemple. Donc, ce n'est pas la théorie du tout. Mais dans son domaine, elle avait déjà été validée notamment par les mesures des fréquences des pulsars binaires. Mais là, on a une détection directe des ondes. Et si vous regardez d'ailleurs les publications, vous verrez quelque chose d'assez incroyable. C'est que, bon, tellement incroyable que moi, j'avais parié une bouteille de champagne avec mes collègues que ce sont ceux qui ont découvert les ondes cette année qui auraient le prix Nobel 2016. Bon, ce sera pour l'année prochaine. Mais regardez les calculs théoriques qui ont été faits, notamment par Thibaut Damour et quelques autres, sur les ondes gravitationnelles qui sont émises lorsque deux trous noirs fusionnent. Ils ont calculé ça très précisément et on a un signal qui dure 10 millisecondes et dont la structure dépend des masses des deux trous noirs qui ont fusionné. Regardez la mesure qui a été faite par les Américains. C'est exactement le même signal. Au point qu'on a pu calculer à partir de l'examen du signal la masse des deux trous noirs qui ont fusionné. Environ 30 masses solaires pour chacun d'eux. Et l'ironie de l'histoire, c'est que, comme vous le savez, Einstein croyait aux ondes gravitationnelles, même si pendant une période il a hésité, mais il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter, tellement la gravité est faible. Je vous rappelle que les Américains, ils ont quand même mesuré une variation de longueur qui est plus petite qu'un 10 millième de la taille d'un noyau d'atome. C'est quand même incroyable. On a pu mesurer ça. Bon. Et Einstein pensait qu'elle ne pourrait pas être détectée, jamais. Et surtout, il ne croyait pas aux trous noirs. Et donc, il croyait encore moins à leur possibilité de fusionner. Bon. Et donc, ça aurait été intéressant de faire revenir Einstein là, pour lui dire, tiens, regarde, les ondes, on les a détectées. Et en plus, elles prouvent l'existence des trous noirs et de leur fusion possible. Et là, je pense qu'Einstein, il aurait été pris d'une sorte de schizophrénie, joyeux qu'on ait découvert les ondes gravitationnelles quand même, et puis désolé de s'être trompé sur les trous noirs. Et donc, c'est ça qui fait que la physique d'aujourd'hui est passionnante et intrigante, c'est que la théorie d'Einstein sur la gravitation ne cesse pas d'être toujours mieux confirmée. Et en même temps, nous savons qu'elle est incompatible avec l'autre socle de la physique qui est la mécanique quantique, qu'elle décrit les trois autres forces. Et donc, comment ça se fait que à chaque fois qu'on fait de la physique quantique, on trouve des résultats qui confirment un peu plus la physique quantique, et à chaque fois qu'on fait de la relativité générale, on trouve des résultats qui confirment un peu plus la relativité générale, alors qu'elles sont incompatibles. Donc un jour, il devrait y avoir un phénomène qui échappe aux deux. Pour la découverte du boson de Higgs. Dans ce cas, en quoi ça vient contredire la théorie d'Einstein? Ou en quoi ça vient la compléter? Ou vraiment, est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les deux du tout, quoi? Il n'y a aucun lien, parce que le boson de Higgs, si vous voulez, d'abord c'est un succès de la mécanique quantique. Hein. Voilà, mais le boson de Higgs, il explique la masse qu'on appelle inertielle des corps. Il explique l'inertie des particules. Et pas du tout leur masse gravitationnelle. Et donc, la gravité elle est complètement extérieure à la question de la physique des particules. Donc c'est deux domaines incompatibles qui évoluent indépendamment l'un de l'autre sans, au jour d'aujourd'hui, enfin on ne doit jamais dire au jour d'aujourd'hui, surtout devant un historien, mais on n'arrive pas à montrer par quoi elles se contredisent dans les faits, alors que leurs concepts sont incompatibles les uns avec les autres. Par exemple, l'espace-temps de la physique quantique,
c'est un espace-temps qui est rigide, qui est indépendant de ce qui s'y passe, alors que l'espace-temps de la relativité générale, comme je l'ai expliqué, il dépend des objets qui sont à l'intérieur et qui bougent. Il a une structure physique, il est dynamique, il est élastique.